pas, de toute façon, ça va aller. Je Ouais, je crois, moi, que je toutes et à pourrais pas, parce tous. que j'ai plein de clients qui viennent On va attendre ça d'arriver. quelques secondes, qu'il y ait quelques personnes quand même qui sont. Ah, bah écoute, est-ce qu'on en refera un ensemble si tu veux, Stéphanie, ça te dérange pas? À un Bien moment où tu sûr, seras ben libre. non, je suis désolée. Ça m'aurait vraiment fait plaisir. On va reprendre ça. Je suis vraiment désolée. Et, J'ai, je sais pas si bah, on écoute, peut. il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Bon, enfin bon travail, je te dis à très bientôt de toute façon, on en fera un de toute façon. D'accord. Ok? Oui, oui, oui. Ah, je vais vous réécouter par après. Bye. Désolée. Merci beaucoup. Ça marche, ça marche. Bye. Bye Allez, au revoir bye. Stéphanie. Au revoir. Au revoir. Bon, bah écoute, on sera à 3, puis c'est tout. Bien, alors ça met du temps à se connecter, c'est pas très grave. De toute façon, la majorité des gens regardent ça en replay. Donc bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bonjour pour nos amis français qui nous regardent, puis bonsoir à nos amis québécois, québécois. Ouh là là. Ah, je suis fatigué, mais ça se voit bien. Alors bonsoir en France et bonjour à nos amis québécois. Donc Voilà. aujourd'hui, nous faisons le grand saut, hein, nous traversons l'Atlantique. Je reviendrai à Montréal, à l'île Poète, et ben voilà, nous y sommes quasiment, puisque nous sommes avec deux amies québécoises, deux amies qui sont malades, une qui est malade du beurre-shot, une qui a été malade du beurre-shot et qui récemment a été détectée d'une autre maladie, mais elle va nous en parler. Les lives que nous faisons actuellement, vous vous en rendez compte, ont beaucoup de succès. On a déjà plus de 2000 vues sur l'ensemble des précédents lives que nous avons faits, ce qui pour une maladie qui représente à peu près 5000 personnes dans le monde, bah, est assez exceptionnel. Donc, ça fait toujours plaisir de faire des choses qui intéressent tout le monde. Le dernier live que nous avons fait cette semaine sur le CBD a à peu près dépassé les 200 vues là en 48 heures. Donc, ça fonctionne bien aussi. J'espère que ça vous a apporté des informations que vous n'aviez pas. J'espère que ça va vous aider dans cette prise de médicaments si vous le souhaitez en tout cas. Et bah, on en refera peut-être d'autres s'il le faut. Donc aujourd'hui, c'est au Québec. Donc, bah, écoutez, je vais demander de vous présenter. Peut-être, donc nous sommes avec André et puis avec Carole. Bah, je vous laisse vous présenter. Tiens, André. Ben, bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, je m'appelle André. J'ai 49 ans et j'ai commencé à avoir des problèmes de vision, je vous dirais plus ou moins en 2014. Donc, et juste peut-être je suis infirmière donc de profession. Donc, la maladie a bien sûr eu un impact au niveau de tout ça, de ma vie puis de mon travail. Si, tu dis que. Ah non, si. Ok. Excuse-moi, mais en même temps, je suis obligé de faire des réglages Il n'y a pas de problème. apparemment. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. 3 minutes. Si, ça doit être démarré, je pense, hein. Mais il y a des décalages. Je pense que c'est lié à la qualité des connexions diverses et variées, parce que là, je l'ai sur mon ordinateur, hein. C'est pour ça que tu n'as personne qui est connecté, en fait. Alors, ça va venir, hein. Ça fait les deux derniers un petit peu pénibles avec ça, parce que au niveau des pénibles. Pardon à nos invités. Alors, c'est en plein décalage, tout ça.
Non, voilà, c'est quoi, c'est public ça, donc c'est parfait. Alors, il y a peut-être un décalage, ça va peut-être mettre une minute ou deux. Que j'ai une Je vais personne regarder connectée là. peut-être. C'est toi. Ah, si tu es Ben oui, connecté. mais je ne l'ai pas en direct, je ne vois rien en fait. Vas-y, pardon pour ce délai. Si je fais ça là. Ah ben ici, moi, je le vois sur le Facebook. Tu l'as toi sur ta page? Ouais, ça tourne. Hein, j'arrive depuis Ouais, c'est ce que je 5 vois minutes. sur mon téléphone. Tu l'as toi sur ta page? Oui, Ben je voilà, c'est l'entends, ça. on le Donc, voit. moi, c'est parce que j'ai Valérie qui est à côté de moi qui vérifie un petit peu tout et voit si je fais bien mon travail. Sinon, ouh là là, c'est une violente. Bien, alors Carole, à toi de te présenter, s'il te plaît. Merci André. Bienvenue. Oui, bien, bonjour à tous. Bonjour Sylvain et bonjour André. Je suis très contente de rencontrer une Québécoise, même si c'est sur le web, c'est mieux que de ne connaître personne finalement. Alors, je suis très contente que tu organises ce live, Sylvain, parce que ça fait longtemps que je me dis, toi, vu que tu fais des lives, ça serait le fun que des membres se montrent à l'écran. J'avais ça dans le goût là, depuis quelques temps et puis voilà, c'est aujourd'hui que je puisse participer avec d'autres. Eh ben, très bien, c'est super. C'est un peu, tout ça a été fait à l'initiative un peu de tout le monde et entre autres de toi aussi, Carole, hein, qui de temps en temps, on aimerait bien avoir des interviews de gens qui sont malades, voir comment ça se passe pour eux, ça se passe bien, mal, quel type de traitement, etc. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de ce type d'émission et c'est super. Et le fait de pouvoir en plus rencontrer des gens qui sont à des milliers de kilomètres grâce à Internet, c'est extraordinaire, que je veux dire. C'est ce genre de choses qu'on n'aurait pas pu faire il y a 20 ou 30 ans, ça aurait été totalement impossible, quoi. Et donc là, c'est super. Très bien. Eh ben, merci de vous être présenté. Si on en revient à la maladie, quels ont été en fait les premiers symptômes que vous avez pu avoir? Pourquoi vous avez consulté un médecin? En fait, vous avez dit à un moment donné, il doit y avoir un problème. André. En 2014, ce qui m'a apporté à aller consulter, c'est que j'avais beaucoup plus d'éblouissements, j'avais une difficulté dans les changements de lumière à sombre et tout ça. Ça, c'était une problématique. Puis, au travail, je stationnais toujours mon auto dans un souterrain. Puis quand je sortais, ou je reculais, ou je faisais des manœuvres, j'avais toujours l'impression que je ne voyais pas bien les colonnes qui étaient les structures dans lesquelles, tu sais, je pouvais foncer. Donc, je suis allée voir un médecin, un optométriste, tout simplement pour passer un examen de la vue. Et à ce moment-là, il a posé plein de questions. Dans votre famille, il n'y a pas de maladie et tout ça. Je dis non, je trouvais ça curieux. Et là, il m'a référé en urgence ophtalmique. Il m'a dit c'est vraiment très urgent. J'avais une problématique, je pense, un édème au niveau du nerf optique. Puis c'est surtout que mes champs visuels étaient énormément rétrécis. Puis il ne voyait pas le pourquoi de ce changement-là soudain. Donc, ça a commencé en 2014 pour moi. J'avais 40 ans à peu près. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais comme métier? J'étais infirmière à domicile, donc ce qui me posait à sortir énormément, tu sais, je rentrais chez les gens, je sortais de chez les gens, je déplaçais beaucoup avec la voiture et tout. Donc à ce moment-là, j'étais une infirmière de terrain en 2014 et c'est ça, j'ai eu j'étais confrontée souvent là, puis aussi ici avec la neige, l'hiver, le soleil et tout, j'étais très oui. éblouie. Puis oui, c'est ça, puis j'avais beaucoup de difficultés à reprendre ma vision normale quand j'allais vers le sombre. Mais je vous dirais que à regarder ça un petit peu plus quand j'y repensé, plus jeune, j'avais déjà un peu aussi dans la vingtaine, trentaine, souvent. Puis, mais je mettais ça sur le fait que j'avais les yeux bleus. Je me disais, les yeux bleus sont plus sensibles et tout ça. Puis, c'était un peu ce que j'avais comme. Mais je n'ai pas poussé plus loin, là, cet éblouissement-là. Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et toi, Carole, alors quels ont été tes symptômes? Pourquoi tu es allé voir un médecin à un moment donné en disant j'aurai un problème aux yeux, de toute évidence?
Bien, moi, j'étais au travail. C'était un samedi en 2014. J'avais la tête penchée, très, très, très penchée là, pour nettoyer des capteurs. Ce sont des petits faisceaux lumineux de l'appareil qui demandaient un entretien comme ça. Et quand je me suis relevée, l'œil gauche, moi je pensais que j'avais des cheveux, tout d'un coup, des grands filaments, une tornade de filaments, là. C'était très grand, puis ça se promenait, puis j'étais comme ça, là, voyons, les cheveux devant la vision. Alors, j'ai trouvé ça c'est subi, très, très subi. La veille, ça allait très bien, bonne vision, pas de problème. Alors, le lendemain, j'ai travaillé, mais parfois, je mettais des verres fumés. La lumière me fatiguait. Puis moi, bien, comme j'étais suivie depuis quand même un certain temps pour l'œil droit qui pleurait, là, j'avais souvent l'œil droit là, qui coulait. Et j'avais un suivi pour ça. Alors, dans la semaine qui suivait, j'avais un rendez-vous. Alors, j'ai dit, bon, bien, c'est parfait, là, je vais rencontrer l'ophtalmologiste qui me traite pour l'armoiement. Puis là, je lui dis, bien, dans l'œil gauche, là, j'ai, depuis samedi, là, beaucoup de corps qui flottent. Puis elle, c'est une rapide, là. Alors, je n'étais pas supposée, moi, la rencontrer pour ça, là, tu sais. Là, elle me regarde, elle vérifie. Ah, c'est normal, ça, des corps flottants, là. À un moment donné, il y a bien des gens qui ont ça. Fait que ça reste comme ça. Puis moi, j'étais à veille de prendre ma retraite, là. J'avais les pas, là, dans quelques temps, là, je prenais ma retraite. Ça fait que j'ai fait tout le restant, là, des semaines qui me restaient à travailler, mais je voyais que les yeux me fatiguaient à l'ordinateur. C'était pas excellent, là. Puis un mois après, mais c'est l'œil droit qui a fait la même chose, le même genre de grands filaments. Puis l'œil gauche, ça avait quasiment tout disparu, ces filaments-là là, de corps flottant. Puis c'est autour de l'œil droit. Bon, ben, j'ai dit, vu qu'elle m'a dit que c'est pas grave, ça va passer. Puis, mais par la suite, j'étais à la retraite, puis là, j'avais le temps de me reposer. J'étais pas de stress le matin, j'avais pas besoin de. Mais là, la grande fatigue, bizarre, très, très grande fatigue, difficulté avec là, il commençait à avoir de la neige, là, c'était l'hiver, le temps des fêtes qui commençait, puis la difficulté avec la neige, la lumière, la luminosité, regarder la télévision et tout ça, là, ça me fatiguait. Puis j'avais un rendez-vous, moi, je pense, un mois ou deux après encore pour un suivi pour l'œil qui larmoyait. Puis là, j'ai dit, quand je l'ai vu, j'ai dit, là, ça va pas bien, là, mes yeux, là, je vois moins bien, tout est plus pâle. J'ai l'impression que ma vue, c'est comme quand tu fais une photocopie, puis qu'il manque d'encre, que tout est plus pâle. Alors là, elle s'est mise à faire l'examen du fond de l'œil et tout ça. Puis là, oh, tu vas passer des prises de sang, on va te faire plusieurs prises de sang. Puis là, en attendant, je te prescris des gouttes de cortisone pour 6 semaines, puis après ça, on se revoit. Quand je l'ai revu, quelques mois après, là, elle m'a dit, bon, bien, d'après tes résultats, tu vas aller à Montréal faire un suivi parce que tu as des résultats qui sont... alors, ramène tous tes résultats, puis quel hôpital tu veux. Il y avait 2 choix d'hôpitaux. Moi, je ne connaissais pas du tout les hôpitaux. J'ai dit n'importe quel, là. Alors, c'est là que, quand je suis arrivée à l'hôpital,
que là, le diagnostic a été posé là, par l'ophtalmologiste qui a regardé mes résultats, qui a regardé mes yeux. C'est comme ça que j'ai... C'est à ce moment-là que tu as eu un nom. C'est à ce moment-là que tu as eu un nom sur cette maladie. Justement. Et ça, donc ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps au total alors? Environ, du début, là, puis jusqu'au médecin, environ 8 mois. D'accord. 8 mois. C'était ma question suivante, mais tu as répondu à 2 questions en une fois, parce que tu es trop forte, Carole. Alors justement, et toi justement, André, quel a été ton parcours avant qu'on mette un nom sur une maladie, en tout cas, avant qu'on en change, mais tu vas en parler justement là. Oui. Ben moi, ça a été beaucoup plus long. Je vous dirais que l'apparition était en 2014, puis mon diagnostic en 2020. C'est même, 2021. Donc, moi, j'ai passé par toute la gamme Premièrement, quand je vous ai dit que j'avais passé un examen suite à que j'avais eu... j'étais allée en urgence ophtalmique. Donc, je me suis assise dans le bureau de l'ophtalmologiste, puis qui m'a dit vous avez 95% de chance d'avoir un cancer du cerveau. Donc, c'était la première fois. J'ai été presque une semaine et demie en examen pour finalement me dire il n'y a absolument rien, on ne sait pas ce que vous avez. Par la suite, on m'a référé en neuro-ophtalmo à l'hôpital Notre-Dame, qui est devenu après le CHUM. C'est-à-dire que le CHUM a repris la portion de l'ophtalmo, la portion du suivi des yeux qui était fait à Notre-Dame a été transférée au CHUM après. Donc là, j'étais là en neuro-ophtalmo et encore une fois, on ne savait toujours pas ce que j'avais. On m'a dit, là, tu es jeune, on ne comprend pas, tout ça. On m'a refait des tests. En 2017, j'étais au travail, j'ai eu comme des éclairs au niveau de la vision, j'ai perdu la vision, puis je me suis retrouvée à l'urgence et là, on pensait que je faisais des méningites de Molarette. On a même pensé, je revenais du sud, au Zika. Je vous dis, j'ai passé par plein. Et donc... Zika, c'est vrai, c'était la période. Exactement. Là, en 2017, quand j'étais à l'hôpital, on me fait revoir encore en neuro-ophtalmo. On a même pensé que je faisais un pseudo-cancer au niveau du cerveau. Peut-être que le liquide céphalorachidien s'accumulait au niveau du cerveau, ce qui pouvait, en tout cas, toute une base. J'ai passé par plein d'émotions. Pour finalement, en 2019, j'ai été revue en neuro-ophtalmo, au CHUM cette fois-ci, et là, j'ai passé l'électrorétinogramme, et suite à l'électrorétinogramme, là, on a bien détecté que mon problème n'était pas dans ma tête, mais bien, parce que c'est ce qu'à un moment donné, j'ai comme perçu aussi, il n'y avait rien, des symptômes, mais ce n'était pas des symptômes qui étaient nécessairement des symptômes évidents. Donc, en 2019, après mon électrorétinogramme, on m'a confirmé que mes cônes et mes bâtonnets étaient vraiment atteints, les deux. Et là, j'ai revu à ce moment-là d'autres médecins au CHUM. Et là, on m'a dit, vous avez peut-être une dégénérescence. Et là, on ne savait toujours pas encore sur quoi statuer. Et en 2019, comme j'ai raconté, en 2019, j'ai vu un généticien. Non, on a fait une demande en génétique parce qu'il ne savait pas nécessairement vers quoi s'en aller pour le diagnostic. Probablement que mon portrait clinique n'était pas très évident parce qu'au niveau visuellement, je n'avais pas, moi, de corps flottant. C'était vraiment l'éblouissement qui était majeur, puis la perte de champ. Donc, en 2019, j'ai eu ma consultation avec un généticien que j'ai vu en 2021, qui m'a prescrit des tests et tout. Et en 2023, donc la semaine passée, j'ai revu ce généticien-là. Mais c'est ça. Et donc, pour mon diagnostic, c'était en 2021, quand j'ai revu un autre médecin dans une clinique de rétine, qui m'a dit, vous avez tous les signes et symptômes qui seraient associés au birdshot, qui est une maladie très rare. Donc, c'est là que j'ai eu mon diagnostic en 2021. Mais il y a eu beaucoup d'étapes avant d'arriver à ce diagnostic-là. Et comme on a dit en début, comme vous avez dit, Sylvain, au début, et là, on irait vers un autre possible diagnostic puisque le généticien a fait des tests et est revenu avec un autre problème. Je ne sais pas si on peut cumuler les deux. Je ne sais pas si ça sera un nouveau. Je ne sais pas. Ça, c'est une question. C'est vrai que cumuler maladies, malheureusement, c'est vrai que je sais plus, j'avais eu une statistique il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il y a 80% des gens qui
quand ils ont une maladie auto-immune, ils en ont moins encore une deuxième ou une troisième, vous voyez. Donc, tu vois, il n'est pas C'est ça. impossible, effectivement, que ce soit plus important. Et n'oublions pas également que, concernant les maladies auto-immunes, 80% des femmes, pour les gens qui ont les maladies auto-immunes, c'est 80% de femmes qui sont touchées et 20% d'hommes. Donc, j'imagine qu'il y a une sensibilité particulière vous concernant. Et ça aussi, ça fait partie des recherches, d'ailleurs. Donc là, pour l'instant, tu es entre deux chaises. Enfin, tu ne sais pas encore si tu as vraiment un birdshot et tu ne sais pas encore également si c'est... Parce que alors ça peut être un syndrome de Usher, c'est ce que m'avait expliqué tout à l'heure André. Syndrome de Usher qui s'apparente à une rétinite pigmentaire, en fait, et un syndrome de surdité, donc qui s'ajouterait. Mais pour l'instant, on est dans le conditionnel, hein, tu l'as dit toi-même, on est encore en phase de recherche, mais ça date d'une semaine, donc effectivement, c'est vraiment tout récent, quoi. Hein. Exactement. Mais C'est on vrai. va faire on va faire des tests au niveau de l'audiologie pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis il y a ma fille aussi qui va être mise à contribution au niveau génétique pour voir pour confirmer un peu mon diagnostic, il faut voir si elle l'a sur un de D'accord. ses gènes et tout. Fait qu'il y a du travail à faire encore, mais depuis le début, c'est pas simple. Fait que c'est juste pour dire que c'est ça, c'est qu'on des fois même on pense avoir un diagnostic, mais finalement, il y a tellement de petites similitudes entre les maladies que des fois, c'est difficile parce que je me retrouve dans le birdshot. Par contre, moi, je n'ai jamais eu de corps flottant. Jamais, jamais. Ah, alors, c'est un des symptômes aussi qui est important, mais bon, le corps flottant n'est pas le seul C'est ça. symptôme, ça c'est clair. D'accord, ok. Alors c'est vrai que avoir de toute façon, peu importe la maladie, quelque part, c'est vrai qu'avoir une maladie, c'est toujours un séisme à titre personnel et aussi dans une famille. Quelle était la réaction de justement votre famille, de vos amis, etc. Carole, par exemple. Moi, pas trop de réaction. Même quand j'avais le visage pas mal rond là, de cortisone, j'avais pas de commentaires, j'avais pas. Ça paraissait pas. Je fonctionnais, je faisais tout ce que j'avais à faire et puis les commentaires étaient pas évidents. Là. Il fallait que je dise bien là, je suis plus fatiguée. La médication, il fallait que je justifie un peu ma fatigue. Mais non, ça ne dérangeait pas vraiment grand. C'était peut-être pas un sujet de conversation non plus, peut-être. Oui, c'est vrai. Je mettais pas le focus là-dessus. Tu sais, je me suis dit, bon, ben là, j'ai un suivi régulièrement. J'ai des traitements. Puis, on connaît si peu de choses. Même moi, tu sais, il a fallu que je fasse des recherches. Je connaissais rien là-dedans. Je connaissais personne. J'ai même écrit à la Fédération des maladies rares et orphelines du Québec. Vous ne connaissez pas ça. Fait que j'ai tombé de ma chaise. C'est eux qui sont supposés d'être à l'affût de bien de l'information. Ils ne connaissaient pas ça. Alors, non, tu sais, Pas une réaction particulière. Rien de trop bouleversant là, par rapport à ça. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a deux réactions qui s'opposent. C'est vrai qu'à titre personnel, on n'a pas envie d'ennuyer les gens non plus en permanence en parlant de sa maladie. Ça, c'est une chose. Et d'un autre côté, nos amis, nos proches, nos parents n'ont pas non plus envie de mettre toujours ça sur le tapis et de parler, etc., etc. Ce qui n'empêche pas de le faire de temps en temps, parce que c'est important quelque part de savoir comment celui qu'on apprécie ou qu'on aime va, tout simplement. Mais c'est pas un sujet effectivement qui. J'étais pas au travail maintenant, j'étais à la retraite, donc j'ai pas eu à demander un congé de maladie, parce que j'étais pas en forme pour travailler. Ça a pas. J'étais dans la mode de récupération, puis dans le deuil un peu de mes projets, mais c'est pas comme si j'avais été dans ma communauté au travail. Ça aurait été sûrement différent là, par rapport c'est possible, au groupe. c'est possible. Oui. C'est possible. Et toi, André, est-ce que au niveau de ta famille, de tes amis, tout ça, de ta vie sociale quelque part, qu'est-ce que ça a changé?
Ben moi, ça a changé beaucoup de choses. Ben, premièrement, quand j'ai perdu mon permis de conduire, parce qu'en 2020, on m'a retiré l'accès là, à conduire. Donc ça l'a limité beaucoup mes interactions. Ben, ça m'a rendue un peu plus dépendante. Puis pour moi, ça, c'était très difficile à assumer puis à vivre. Mais à un moment donné, j'étais rendue que j'avais peur de conduire parce qu'il y a des gens que je voyais pas qui traversaient la rue ou des. Donc ça a été. Puis les gens autour de moi, ils savaient très bien que j'étais quelqu'un qui était, tu sais, qui bougeait tout le temps, qui marchait vite, qui faisait mes affaires. J'étais jamais chez moi. Fait que ça, c'est sûr que ça a eu un impact un peu autour de moi. Les gens ne m'ont pas pris en pitié. Les gens, au contraire, se sont offerts pour me donner de l'aide, pour aller faire l'épicerie, les trucs, pour sortir. Fait que j'ai eu beaucoup d'aide à ce niveau-là. Mais du fait que ça faisait déjà plusieurs années que j'avais des problématiques au niveau visuel, ben, tu sais, on en a ri un petit peu en disant, ben, enfin, au moins, on sait qu'est-ce que tu as. Parce que, tu sais, je rentrais dans des cadres de porte que je voyais pas, dans des gens. Tu sais, j'avais de la misère un peu avec. Puis depuis plusieurs années aussi, je mentionnais aux gens, tu sais, quand il faisait plus sombre, que je voulais tu sais, les tenir pour m'en aller. Fait qu'ils n'ont pas été surpris nécessairement, mais ils étaient contents que j'aie enfin un diagnostic puis un suivi pour ma maladie. Ma fille, par contre, elle a pris ça un peu plus durement. Elle avait 20 ans. Puis bon, ben, tu sais, je suis son seul parent. Donc, elle, pour elle, voyait ça difficile. Elle me dit, mais maman, si jamais tu perds complètement la vision, si jamais tu vas devenir dépendante, tout ça. Puis moi, ça lui faisait de la peine. Elle, ça lui a fait vraiment de la peine. Puis mon copain que j'ai rencontré un petit peu avant le diagnostic, quand j'ai eu vraiment le diagnostic de Birdshot, je lui ai dit, tu sais, j'ai cette maladie-là, puis ça se peut que ça s'aggrave et tout, puis j'aurai besoin de toi. Donc, je te dis maintenant, si tu veux t'en aller, c'est le temps. Puis il me dit, c'est la première et la dernière fois qu'on va en parler. Je suis avec toi, puis c'est pas ça qui va faire que je vais m'en aller. Ce sera peut-être qu'on aura d'autres problèmes ailleurs, mais il dit ça, je peux te garantir. Donc, j'ai un copain exceptionnel qui est arrivé à ce moment-là, qui a fait aussi que ma vie, ben, tu sais, ça l'a changé parce que si je ne l'avais pas lui, parce que je ne connais pas le degré de maladie nécessairement où est-ce qu'elle est rendue, Carole, mais moi, j'ai plus ou moins 20 de champ visuel. Donc, ce qui fait que je suis quand même restreinte dans mes déplacements et tout. Puis moi, ben, ça fait que j'ai accepté l'offre de tous ces gens-là autour de moi qui voulaient m'aider. Puis, je suis restée positive. J'ai eu ma période où j'étais moi-même un peu fâchée de tout ce qui m'arrivait. Puis après, je me suis dit, mais dans la vie, si faut passer à autre chose, faut l'accueillir, il faut le vivre et tout. Puis après ça, on passe à autre chose. Fait que je vous dirais que j'ai accepté cette aide-là. Avec mon copain, je continue à sortir, à faire des choses et tout. Fait que je vous dirais que les gens, bon, il y a des gens qui vont me dire pauvre toi, là, ils me voient avec ma canne, par exemple, ils vont dire oh mon Dieu, André, qu'est-ce qui t'arrive? Ils sont comme un petit peu, comment dire, sous le choc, mais ce que j'aime pas beaucoup, là. Mais la plupart des gens, ils prennent bien, puis ils savent aussi que je suis quelqu'un qui peut surmonter les choses. Donc, dans l'ensemble, ça s'est bien passé autour de moi. Mais D'accord. Bon, écoute, voilà, ce sont deux choses complètement différentes. exact. Concernant vos traitements, quel était votre historique de traitement? Comment ça s'est passé en fait entre le début, votre diagnostic, et puis là, maintenant, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous faites, quoi? Carole. Bon, bien, j'ai regardé en arrière, là, parce que ça fait quand même quelques années. J'ai débuté la cortisone en 2015, au mois de mai, 50 mg en partant. Puis, c'est sûr que moi, au départ, j'étais un peu inquiète et un peu réticente là, à m'embarquer dans le cortisone, mais comme elle disait, il faut éteindre le feu. Tu vois, le feu dans la rétine. Là, c'est le temps là, d'attaquer ça, puis c'est la cortisone qu'on... Alors, là, c'était la cortisone. Après ça, que je diminuais là, tranquillement. Et puis, après ça, au bout de quelques mois, là, vers le mois de septembre, ce fut le cortisone. J'avais une petite dose de cortisone et le CL7 qui embarquait. Ensuite, bon, c'est sûr que j'ai eu des périodes là, où ça variait. Alors, on montait un peu la cortisone, on la baissait. Là,
c'est un peu comme tout le monde, hein, ça ne peut pas être un fleuve tranquille là-dessus, là. Et puis, au mois d'avril 2016, là, on rajoute le Néoral. Néoral, plus la cortisone, plus le Celsip. J'avais les 3. Beaucoup d'effets, des effets secondaires dérangeants, mais quand même vivables. C'est sûr que la fatigue, les maux de ventre, les insomnies, c'est pas mal, des fois les pertes de cheveux. Puis elle me disait tout le temps, bien, j'ai hâte, j'aimerais ça enlever la cortisone. Tu sais, ça serait... Mais c'était pas le temps qu'elle disait. Ça fait que j'ai eu les 3 là, pendant un bon bout de temps. Et puis, c'est en 2017, fin 2016, là, décembre, que là, elle dit, bon, on va arrêter tu vas faire un sevrage de cortisone. J'étais très contente, mais elle me dit, ça se peut que tu réussisses pas. Mais sans trop donner de détails. Pour moi, réussir pas, je ne savais pas juste c'était quoi. Ça fait que quand c'était en bas de 5 mg, ben là, j'avais des symptômes de cœur qui bat fort, de l'essoufflement, de la fatigue, de l'insomnie. Il fallait que je remonte en haut de 5. Ça ne marchait pas. Alors après ça, mais quand j'ai eu le suivi, j'étais tellement fatiguée. Fait que je suis retournée la voir, puis là, j'ai dit, ça ne marche pas, là, je ne peux pas descendre en bas de 5. Là. Bon, bien, elle dit, je vais te référer à un médecin endocrinologue. Si tu veux, ben j'ai dit, moi, je vais peut-être le prendre dans ma ville, là. Il y en a, là, dans ma ville, là, des endocrinologues. Alors, elle dit, c'est correct. Ça fait que j'ai pris rendez-vous. Mais cet hiver-là, là, ça allait pas bien, là. Tu sais, avec une baisse comme ça là, des glandes surrénales là, qui étaient pas mal à terre. Je les entretenais pas. Mon système n'était pas actif, il n'était pas reparti. Alors, j'ai fait une pneumonie double. J'étais vraiment là, fatiguée. Ça fait que j'ai eu le rendez-vous avec l'endocrinologue qui m'a donné le Cortef, un substitut de la cortisone, jusqu'à temps que mes surrénales reprennent. Et puis là, j'ai vu mon médecin à Montréal, puis là, elle a décidé, bon, bien, vu que j'avais fait une pneumonie, puis elle a dit, on va arrêter le Celsip et le Néoral. On arrête tout ça, puis ça fait que après ça, bon, bien, j'ai arrêté le Cortef. Les surrénales avaient repris. Mon taux de cortisol était suffisant. J'ai été quelques mois sans médicaments durant l'été, là. Puis elle m'a dit, bon, bien, à partir là, de septembre, on va commencer l'Humira. C'est approuvé par le gouvernement pour cette maladie-là. Avant, on ne pouvait pas le prendre, mais là, c'était approuvé. Fait qu'en septembre, j'ai commencé Humira. Puis j'ai jamais repris de cortisone après, même si j'avais des taux là, d'inflammation, plus d'inflammation qui arrivait. Elle dit soit je te remets sur cortisol ou bien je commence les injections de Kenalog dans les yeux. Ben, j'ai dit c'est correct, que je préfère les injections puis de ne pas reprendre la cortisol. Fait que j'ai eu des traitements là, d'injection pendant trois périodes différentes. Et puis là, maintenant, ben, c'est ça, là, le Humira a été changé là, par MG Vita. Il y a quand même
6-7 mois de ça, là, à peu près, là, que je n'ai plus Humira, mais j'ai MG Vita. Ça fait que ça va bien. Mhm. J'ai un rendez-vous là, en mars là, à Montréal. Fait qu'on va voir. Là, que ça fait 1 an que je ne l'ai pas vue. Ah, je pense qu'elle m'a oublié. Elle m'a oublié. Puis là, ben, j'ai commencé à prendre plus de curcuma en poudre. Avec les gélules que je prenais, c'est quand même une petite concentration. Puis là, j'en Mhm. prends une bonne cuillerée à thé. Là. Et actuellement, comment va ta vision là? J'ai passé un examen chez l'optométriste dernièrement parce que j'avais des questions à lui poser. Parce que moi, depuis que je prends tous ces médicaments-là, ma pression dans l'œil elle a toujours été haute. À Montréal, on me dit c'est parce que tu as pris de la cortisone et pour pas que ça l'endommage, je dois te donner des gouttes matin et soir à mettre tout le temps pour corriger là, la pression ou la tension là, dans l'œil. Fait que l'optométriste, la semaine passée, j'ai dit est-ce qu'on peut faire un test que si j'arrête les gouttes, si ma pression est bonne, mais là, je dis au médecin, pour l'instant, j'en ai plus de besoin. Là, elle dit, pour ma part, ça ne me dérange pas, mais il faut que tu en parles au médecin qui fasse une demande, une requête pour que tu cesses les gouttes, puis qu'on vérifie peut-être aux 3 semaines, 1 mois, comment est ta pression. Là, je me dis, si j'en ai plus de besoin, pourquoi continuer tout le temps avec ces gouttes-là? Et puis là, ma vision, moi, est sur 6. C'est sur 6, nous autres. C'est pas sur 20, Oui, là. il y a plein de façons, il y a plusieurs C'est ça. échelles. Oui, bon, ben l'œil droit, je vois vraiment là, la dernière petite ligne, sauf 2 lettres. Fait qu'elle m'a dit, bon, ben, tu as quand même un 6, là, moins 2. Puis l'œil gauche, quand j'ai commencé à avoir des injections dans les yeux, l'œil gauche, lui, a changé. Il est moins bon. Ah. Je suis à 7. Je suis à 7 de l'œil gauche. Mais les deux ensemble, je trouve que ça va bien. D'accord. Ouais. Ok. Merci, Carole. Mais Carole, elle anticipe à chaque fois mes questions, donc c'est pas drôle. Donc, je vais m'adresser à André. Quels ont été les effets secondaires que tu as pu avoir suite à tes traitements, André? J'avais coupé le son, désolée. Ah, je me disais. C'est moi. Donc, moi, le traitement, à la base, c'est de la cortisone. Après ça, ça a été le Cellcept qui a été augmenté, cortisone aussi. Donc, puis après ça, ben, il y a eu les effets secondaires de beaucoup de choses, là, un peu comme Carole disait. Il y a eu l'insomnie, il y a eu moi, j'avais un petit peu un mal-être, je sais pas, j'avais de la... J'étais fébrile à l'intérieur, il y a eu ça, il y a eu des problèmes au niveau gastrique et tout. Ben, ce qui a apporté l'ajout de médication, Donc, je vous dirais qu'en janvier l'an passé, j'avais 21 comprimés que je devais prendre par jour en lien avec ma médication. Puis si on s'entend par contre, la cortisone, ce sont de petits comprimés. Hein. Mais ils comptent quand même, là, j'en prenais peut-être 7. Donc, ça a été à 21. Par la suite, j'ai demandé à mon médecin de diminuer un peu le Cellcept parce on était rendu à 3 grammes, qui était le maximum, je crois. Quand on a diminué un petit peu, j'ai vu une différence quand même. Là, pour moi, là, je me sentais mieux de cette manière-là. Il a accepté de le laisser à ce niveau-là. Par contre, il n'était pas très chaud à l'idée de baisser parce qu'il disait que j'en avais besoin, mais je lui ai dit, je ne peux pas continuer avec ce médicament-là. J'ai même dû être en arrêt de travail parce que c'était très difficile à gérer, la médication et les effets secondaires, donc l'insomnie, tout ça. Fait que, et présentement, là, moi, j'ai jamais eu d'injection au niveau des yeux ou d'injection pour la maladie. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit que c'était stable. Je dis donc, si c'est stable, on pourrait peut-être essayer un arrêt de médication. Je prends cortisone 7,5 puis Cellcept 2 grammes présentement. Il me dit qu'il était contre ça parce qu'il me dit pour voir un effet, pour voir à long terme, ça prend au moins 2 ans, 3 ans de traitement
avant. Je dis ça, OK. Fait qu'on continue, mais je vous dirais que ça change une vie, là, parce que, mettons, en 2021, j'avais pas de diagnostic, mais j'avais pas de médication. Puis en 2023, j'ai un diagnostic, mais je me sens plus malade qu'avant d'avoir un diagnostic, ou dans le sens où cette médication-là m'apporte plein d'effets secondaires, puis c'est ça. C'est le côté un peu désagréable, mais bon, on s'habitue, puis à un moment donné, ça se stabilise aussi. Mais au début, c'est pas facile. Ok. Et alors, bah, justement, une question suivante, on reste dans les traitements, mais est-ce que vous prenez justement des traitements non médicaux? Est-ce que vous prenez des traitements paramédicaux? J'ai vu que Carole, tu parlais du Ouais. curcuma. Tu prends donc du curcuma, toi. Raconte-nous un petit peu ce que tu prends. Tu prends du curcuma, autre chose éventuellement, non? Moi, Carole? euh, je prends seulement du curcuma, qui est un anti-inflammatoire. Alors, je me dis, bon, ben là, une cuillerée à thé, ça peut aider. Peut-être que je pourrais en prendre un peu plus à un moment donné. Je me suis arrêtée à ça parce que les autres, ça n'a pas marché, là. De l'huile, là. Tu as essayé le CBD? Oui, c'est C'est ça, ça? non, ça marche pas avec moi. Puis ensuite, bon, j'ai les vitamines vitamine C, vitamine D, des choses comme ça, là. Mais pour l'instant, là, en fait, c'est les suppléments, là, tout simplement. D'accord. Ouais. D'accord. Et toi, André, est-ce que tu prends ou est-ce que tu fais des activités particulières pour, ça peut être aussi, tiens, je pensais pas à ça, mais éventuellement du yoga ou des trucs comme ça pour essayer de se calmer, pour essayer de limiter le stress, parce que le stress, c'est quelque chose Exactement. d'important. Ben, j'ai oublié tantôt un point marquant au niveau des effets secondaires, c'était la prise de poids, hein. On s'entend que la prise de poids, qui est un effet secondaire de tous ces médicaments-là, ça vient aussi changer l'image que tu as de toi, ça vient et ça, c'était un peu pourquoi aussi je voulais qu'il me diminue ma médication. Fait que ça, il y avait ça. Pour les suppléments, je pourrais pas dire que j'en prends, mais moi, bon, je suis en télétravail, ce qui fait beaucoup moins de stress pour moi, pas de déplacement et tout ça. Je suis allée vers la natation, donc la piscine, pour moi, la natation, c'est vraiment quelque chose j'y vais 2 fois semaine. C'est quelque chose qui m'aide aussi à me garder en forme parce que, je suis un peu plus limitée dans mes déplacements, fait que j'ai besoin de bouger. Sinon, ben, moi aussi, je prends des vitamines, des multivitamines. Puis, on fait attention, bien sûr, au niveau de l'alimentation, des choses, tu sais, avec tout ça, c'est des moins de sel, moins de gras, moins de sucre, au niveau de l'alimentation, mais je ne prends pas de suppléments en particulier pour, je n'ai pas essayé le curcuma. Je me disais que j'avais assez de médications comme ça, que je ne saurais même plus que fait quoi, là. Donc, mais j'attends de voir un peu. Ouais, bien sûr. Bah, déjà, toi, dans ton premier temps, c'est de confirmer un diagnostic. Déjà, c'est important, c'est vrai. Pour pas partir Exact, dans tous les sens c'est vrai. exact. Et en parlant justement de cette vie qui change, qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce que vous regrettez le plus dans le fait d'être malade? Qu'est-ce qui a changé vraiment dans votre vie le plus de manière la plus importante? André? Ben, le besoin des autres. Moi, je suis une infirmière, donc j'étais habituée de donner sans nécessairement mais pas recevoir, mais je donnais. Moi, je donnais beaucoup, j'ai aidé les gens, j'allais faire des courses avec des gens. Tu sais, fait que moi, de perdre un peu cette autonomie-là, en lien avec ma vision, c'est ce qui m'a beaucoup plus touchée. Puis, bien sûr, perdre mon travail, qui était un travail de plancher. Donc, j'étais infirmière de plancher. Et quand on m'a demandé de me déplacer avec une canne blanche parce que je ne voyais plus au niveau, j'ai perdu comment dire, au niveau de la périphérie, là, je ne pouvais pas me déplacer sans aide technique. Ça, mon aide technique, je n'ai rien à dire, là. Ça, je le vis très bien de m'avoir une canne. Par contre, je vous dirais que le transport adapté, ça, c'était comme quelque chose. Chez nous, on peut avoir accès au transport adapté, c'est-à-dire quand on ne peut pas conduire ou prendre l'autobus public, ben, on a le droit à un transport qui vient nous chercher. Ça, au début, ça a été aussi. Ça m'a pris quand même 1 an avant de faire ma première demande parce que Fait que moi, dans mes limitations, c'est vraiment mes limitations au niveau des déplacements que ça a changé. Puis c'est sûr que j'étais une fille qui aimait beaucoup lire et tout ça. Là, j'ai obligée de trouver des adaptations. C'est beaucoup l'adaptation qui a teinté mes 2 dernières années.
la résilience, l'adaptation, puis le fait de savoir qu'il y avait d'autres personnes comme moi qui avaient cette maladie-là, puis de les entendre, ben ça confirme, des fois un peu, ben qu'on réagit tous un peu pareil quand on a, des nouveaux défis, hein. On a un moment où on doit passer au travers, on n'est pas content. Après ça, ben on l'accepte, puis après ça, on apprend à vivre avec. Mais, je vous dirais que perdre mon autonomie, parce que j'avais comme 45 ans, là, perdre cette capacité de me déplacer plus ben, pas perdre l'autonomie parce que c'est pas vrai. Avoir une limitation au niveau de mes déplacements puis de mon autonomie, c'est ça qui a été le plus, difficile pour moi. D'accord. Et toi, Carole? Ouais. Bien, au tout début, j'avais de la déception. Je me disais, bon, bien, là, je suis à la retraite bientôt, je vais avoir des nouveaux projets, je vais perdre quand même mes collègues de travail, on ne se verra pas vraiment. Puis, mais là, je me voyais, tu sais, me reposer, puis après ça, bon, bien, chercher, là, soit du bénévolat, soit quelque chose de social, là, pour... c'est bon pour l'esprit, c'est bon Mm-hmm. de vivre en communauté. Puis là, j'étais pas rendue à faire des projets, là. Mm-hmm. J'étais rendue plutôt à me soigner. Ça fait que j'étais vraiment, là, je cherchais à rester énergique. Je voulais quand même faire les choses. Si durant la journée, je voulais faire telle chose, fatiguée ou pas, je le fais. J'aime aller nager, ben j'y vais. Je vais aller marcher dans le centre d'achat, au club de marcheurs, j'y vais. Je ne m'empêchais pas de sortir, mais je n'avais pas autant d'énergie. Mm. Ça fait que je ne voulais pas m'engager dans quelque chose où j'aurais dit, bien là, c'est trop demandant, là. Fait que je voulais faire quelque chose c'est plus adapté là, à ma condition. Fait que ça a changé un peu mes plans. Là. Je peux dire là, que je remettais en question le début de ma retraite, là, qui n'était pas comme je le pensais. Ben oui, c'est sûr. Ça change ses plans, c'est évident. Tout à Ouais. fait. Alors, il y a une chose qui est importante, qui, je pense, va intéresser tout le monde, et moi le premier d'ailleurs. Comment fonctionne votre système de santé au Québec? Hein, nous, en ce qui nous concerne, vous savez, en France, généralement, tout est pris en charge, on n'a absolument quasiment rien à payer, etc. Comment ça fonctionne au Québec? C'est un peu de la même façon? Ça se rapproche du système américain? Comment ça fonctionne? Non, pas américain. Non. Américains, ils n'ont pas grand-chose, eux autres. Ça coûte cher. Je sais, c'est Non, pour ça que je nous, pose la question. non. C'est l'assurance maladie du Québec qui couvre quand on va voir nos médecins. Moi, je vais très peu voir des médecins dans le privé, là. Je sais pas mal, dans le public, là, on est vraiment gâtés. C'est sûr qu'avec la pandémie avant, puis avec la pénurie un peu les listes d'attente sont plus longues, mais les urgences, comme dans notre cas, là, on a été pris en charge quand même. Moi, j'ai été pris en charge aussitôt que j'ai rentré à Rapidement. l'hôpital, là, rapidement, c'est ça. D'accord. Vous avez une prise en charge totale sur votre maladie, vous n'avez pas vos médicaments à payer ou des choses comme ça, quoi, en clair. Oui, on a des Oui, médicaments. moi, j'ai des médicaments à payer parce que quand on travaille plus, on n'a pas d'assurance médicaments. J'ai gardé une assurance, mais elle couvre seulement si je vais chez le chiro, chez le physio, des frais comme ça, là, d'autres genres de médecine. Mais pour les médicaments, on tombe sur l'assurance médicaments du Québec. Alors, j'ai un montant par mois qui est alloué finalement, là, que j'ai à payer là, si j'ai plusieurs médicaments. Mais après ça, si je dépasse le montant, bien, c'est gratuit. Là. Je vais chercher mon médicament, puis il est gratuit. Si j'ai des prescriptions de plusieurs, comme j'ai une prescription de calcium,
j'ai mes gouttes pour Ah ouais. les yeux, j'ai ci, mais là, si ça dépasse le montant, là, je vais chercher mon calcium qui est gratuit. Mm. Puis, ça D'accord. comme quand on, Donc, quand on est à la retraite, qu'on ne travaille plus. Mais quand je travaillais, j'avais une assurance médicaments de ma compagnie d'assurance qui payait 80% là, du médicament. C'est des bons. oui, Il y a vous, quand a- même vous des avez un, bonnes conditions. Toi, d'accord. je ne sais pas, Vous avez un André. reste à charge, pardon, vous avez un reste à charge quand même, alors peut-être, non? Oui, tout à fait. Sur certains médicaments, peut-être, là. Les injections, ben, moi, si je parle pour moi, là, qui travaille, qui a une assurance comme dit Carole, c'est 80% effectivement. Par contre, il y a des médicaments, exemple, je ne me rappelle pas le nom, mais il y a des injections qu'on peut faire au niveau des yeux. C'était pas accepté par ma compagnie d'assurance. Donc, chaque injection, parce que j'en ai commandé une fois pour au cas où on débutera les injections, et ça m'a coûté de ma poche 80 $. Donc, c'était pas. Mais par contre, au niveau quand on fait nos impôts à la fin de l'année, tous les frais encourus médicaux qui dépassent, qui ne sont pas payés par le gouvernement, peuvent être mis sur nos impôts à la fin de l'année. Ça, c'est de un. D'accord. De deux, tous les examens publics au public sont couverts. Par contre, il y a des fois où il y a des délais. Par exemple, l'électrorétinogramme, c'était 2 ans de délai. Donc, à ce moment-là, oui. Puis, il y a seulement 2 hôpitaux dans la région de Montréal et je voudrais dire au Québec, là, je pense, parce que c'est Maisonneuve-Rosemont puis le CHUM qui ont cet appareil-là, 2 ans. Donc, moi, on m'a référé à l'Université de Montréal pour le département d'ophtalmo où ils ont eux aussi un appareil et j'ai payé de ma poche pour que ça aille un peu plus vite. Donc, j'ai dû défrayer. Mais sinon, on a un système qui est quand même qui paye nos médicaments, la seule chose, par contre, ici, c'est que des fois, au Québec, avant, on nous donnait le médicament tel quel, mais maintenant, on nous donne souvent le générique parce que c'est Ouais. moins cher pour les compagnies d'assurance puis le gouvernement. Tout à fait. Je pose la question, elle est pas neutre, ma question, pour la bonne et simple raison, c'est que si je prends l'exemple de l'Humira, c'est un médicament qui est très cher. Enfin, qui a été très cher, qui a baissé un peu de prix, mais bon, qui est toujours très cher. Et si je prends l'exemple de nos amis américains qui sont traités par Humira, pour certains, ça leur coûte entre 5 et 7 000 $ par mois, quoi. C'est Imaginez. une catastrophe. Donc, il y en a qui, bien sûr, à ce prix-là, on ne peut pas se soigner, je veux dire, ça c'est clair. Comme on a pu le voir il y a quelques mois ou quelques années de ça, une augmentation considérable du prix de l'insuline, par exemple. Et c'est pareil, il y a certains Américains qui viennent chercher en douce, d'ailleurs, au Canada, qui passent la frontière pour acheter leur insuline. C'est fou, c'est complètement fou, mais c'est ainsi. Et donc, il y a certainement des drames qui se passent parce que l'insuline, c'est pas neutre, je veux dire. Hein, voilà. Enfin, donc, vous avez un système qui est, je veux dire, c'est un mélange entre le nôtre, entre guillemets, qui est ultra Couvert. conservatif en ce qui nous concerne. C'est vrai que nous, c'est 100%. Et vous, il y a une partie, effectivement, donc c'est pas le système américain non plus. Donc ça va, vous pouvez vous soigner, entre guillemets, de manière normale, sans qu'il y ait de problème particulier. Donc ça, c'est une chose importante. Pour le futur, quelle est votre plus grande peur, en fait, dans le futur, dans les années qui viennent? La peur que les C'est pas yeux. forcément une peur ou enfin, je sais pas, des pensées négatives. Moi, je dis peur, c'est peut-être excessif, mais voilà. C'est ça. Moi, je me dis de rester en santé le plus longtemps possible, là, que la vue soit bonne le plus longtemps possible. Et puis, j'essaie de ne pas trop y penser. De vivre le moment de la journée, au jour le jour, puis de se faire des angoisses. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer là, demain, puis dans le futur. Alors, essayer de moins s'en faire. D'accord. C'est un peu. C'est une bonne politique, je crois.
Je suis d'accord, exactement. Ben, moi, de mon côté, je dirais que la semaine passée, j'ai eu une très bonne nouvelle. La pandémie a amené son lot de problèmes, mais pour moi, ça l'a été aussi, ça l'a amené au Québec, je pense, une ouverture au niveau du télétravail. Donc, Oui, je ne retournerai pas sur le plancher. Par contre, la semaine passée, j'ai obtenu un nouveau poste au bureau de santé pour lequel je travaille depuis les 2 dernières années où j'avais été relocalisée. Donc, on a créé un poste pour moi pour pouvoir travailler de la maison. Puis, c'est bien. donc, moi, je dirais que j'ai pas comme un peu Carole, tout au long de ce processus-là, j'ai quand même gardé en tête que ben, il faut rester positif pour que les belles choses nous arrivent. Fait que je vous dirais que c'était un peu ça qui apporte, c'est ça. Fait que moi aussi, je prends une journée à la fois, je prends un moment à la fois. Bon, je vous dirais que je suis peut-être je suis comme là, je suis entre deux diagnostics, mais il reste quand même que je me dis, il faut attendre, il faut apprendre à affronter quelque chose quand on va avoir à l'affronter, mais pas le, comment dire, pas le vivre en avance. Tu sais. Il faut, donc, tout ça pour dire que je traverserai la rivière, c'est ça l'expression, je traverserai la rivière quand je serai rendue au pont pour la prochaine maladie, mais j'ai pas non plus de crainte dans un sens parce que, bon, je sais que j'ai déjà une atteinte, je sais que ça peut se diminuer, mais j'ai aussi, avec la technologie de maintenant et tout ça, on a possibilité de, tu sais, de pouvoir écrire encore, communiquer, faire de la lecture avec des logiciels. Donc, je vous dirais que non, j'ai pas non plus d'idées noires par rapport à la maladie. Ok, très bien. Eh Mm. ben, c'est super. Pour terminer, on va terminer par la dernière question, qui n'est pas une question neutre. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un à qui on vient d'apprendre qu'il a un birdshot ou une maladie des yeux? C'est un peu la même chose. Quel est le conseil que vous donneriez à titre personnel, à titre, je ne sais pas, à quoi vous pensez quand je vous dis ça, quoi? Ben moi, je vous dirais, la première chose, c'est de bien vous entourer, si votre famille, vous ne pouvez pas leur parler, trouvez-vous quelqu'un, consultez pour parler. C'est un choc, ça a un impact sur notre futur. Puis nous, comme je disais tantôt, on a l'Institut Nazareth Louis Braille au Québec, dont moi j'ai eu affaire. Puis je dirais que d'aller vers les références, d'aller voir des gens qui sont habitués puis qui connaissent bien ça. Ça, je pense que c'est une bonne pour pouvoir exprimer, pouvoir parler avec eux. Puis peut-être que ça évite la lourdeur au niveau des proches parce qu'à un moment donné, on veut aussi. Mais moi, je vous dirais de vous entourer, puis de consulter, de faire confiance aussi aux gens qui font qui font la recherche, qui font avancer les choses aussi, mais de rester, de comprendre qu'il y a un moment d'adaptation, puis après ça, ben, la vie continue, mais avec des limitations. C'est ce que je dirais. Très bien. Et toi, Carole, quel serait ton conseil ou tes conseils? Ou tes réflexions, tout simplement? Oui. Bon, bien, j'ai pensé à cette question-là. Ben moi aussi, je me dis, comme André, j'avais noté avoir confiance que la situation va s'améliorer. Tu sais, là, aujourd'hui, c'est comme ça, on éteint le feu une fois éteint, tu sais. Alors, d'être patient, Mhm. connaître ses limites, tu sais, s'il y a des journées, tu n'as pas le goût, tu es fatigué, ben, tu dis non, tu sais, tu en fais moins. Puis faire partie du groupe ASSO Horus Birdshot et féliciter Sylvain de Ah! répondre à nos questions Pourquoi pas, bien sûr. rapidement, parce que tu réponds rapidement. Alors, depuis que je fais partie du groupe, ben, j'aime vraiment ça. Tu sais, je me dis, j'en connais pas dans ma ville, mais il y Bah, en a c'est ça, il y en a peut-être une trentaine, 50 au Québec maximum, mais au moins, quand on a des questions, ben, on va demander à Sylvain ou au groupe. Oui, bien sûr. Il ne faut pas hésiter, ça a été fait pour autant, en tout cas. Enfin, en tout cas, je vais mettre ici un bandeau sur les prochains lives que nous aurons. En tout cas, je vous remercie infiniment, mesdames. Vraiment, ça a été vraiment un plaisir, ne serait-ce déjà pour mes oreilles d'entendre ce magnifique accent que vous avez. Et ça, vraiment, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois
au Canada et particulièrement au Québec, bien entendu. Alors plus particulièrement autour de Montréal parce que c'était anciennement pour le travail. J'ai pas fait beaucoup c'était pas pour les vacances, clairement. Mais j'avais toujours été frappé, c'est ce que je disais tout à l'heure, André, par la bienveillance des gens de manière générale et par leur côté convivial. C'était vraiment un réel plaisir et je le retrouve là tout à fait à l'écran. Donc, ça ne m'étonne pas non plus. Donc, merci beaucoup infiniment, messieurs, dames, de votre présence pour celles et ceux qui ont pu le voir en direct. Vous n'avez pas été très nombreux, ça c'est le moins que l'on puisse dire, mais c'est pas très grave. Je sais que ce sont des vidéos qui sont essentiellement vues et revues en replay parce que c'est plus simple, c'est vrai. Parfois on travaille, on est chez les amis, c'est le samedi soir, on a peut-être d'autres choses à faire que d'écouter le Père Mignon, mais c'est pas grave. On le regardera plus tard. Surtout, si vous avez des questions diverses et variées, vous n'hésitez pas. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'avaient dit j'aimerais bien également témoigner, donc rassurez-vous, je me rapprocherai de vous. Il y en a quelques-uns, donc on fait au fur et à mesure. On a d'années pour faire des lives, pour qu'on en ait de manière régulière. J'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pense que avoir la vie des uns et des autres et d'autres malades qui ont la même maladie, c'est quelque chose d'important. Alors c'est important pour les anciens malades, oui, mais c'est très important quand on vient d'apprendre la maladie, je le sais fort bien. Et donc, voilà, et pour ça, merci de toute façon. Pour l'instant, on est 13 ou 14 personnes qui ont déjà témoigné. Ça fait déjà 14 témoignages, c'est pas neutre, d'autant plus qu'on n'est pas très nombreux. Donc, on en fera d'autres. Sachez que jeudi prochain, nous avons donc encore un live de témoignage à 18h30 avec deux de nos amies françaises qui viendront témoigner sur donc la maladie. Ils vont droit un peu à mécanique. Nous aurons, je répète encore une fois, le live du 9 mars avec Nathalie Bedard, qui est sophrologue. Et là, ce sera extrêmement intéressant, ce sera la gestion du stress, la gestion des phobies également, parce que pour certains, ça a généré des phobies, ne serait-ce que des injections, des choses comme ça. C'est vrai que ça n'est pas naturel de se faire une injection. Et pour certains, c'est devenu une phobie, ou c'était déjà une phobie, et ils ont dû passer au-delà. Donc, elle nous expliquera les différentes techniques qui peuvent être intéressantes pour vous, pour passer au-delà de ça, pour limiter son stress également, parce que c'est extrêmement important. Le stress et l'inflammation, c'est très lié, on l'a prouvé maintenant depuis bien longtemps. Donc, mesdames, encore une excellente journée, après-midi pour vous, après-midi pour vous. Sortez la neige, je crois que vous pouvez sortir la neige, il fait très frais, j'imagine, chez vous, non C'est le soleil mur à mur. C'est très beau. Alors, sortez les skis, allez sur le Mont-Royal et faites du ski de fond, parce que c'est magnifique. Tous ceux qui nous écoutent, allez au Québec, vous verrez, non seulement vous serez bien reçus, puis alors c'est magnifique, c'est extraordinaire. Je vous dis à très et au revoir. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Sylvain. Merci beaucoup.